Bien, nous voici repartis pour le troisième arc de MFB, celui qui va précéder le Battle Blader. Et s'il y a bel et bien un arc qui aura fait controverse dans tout l'animé, et ben c'est bel et bien celui-là. En réalité, cet arc-là est particulier. Dans un premier temps, c'est le plus long, avec pas moins de 15 épisodes, et il a clairement pour but de combler le vide entre le Survival Battle et le Battle Blader. Et ici, l'enjeu va être de présenter les différents protagonistes du Battle Blader tout en illustrant les progrès de nos héros. Toute la controverse vient des intentions de cet arc, présenter un large panel de personnages qu'on reverra probablement pas, pour la plupart dans un road trip où c'est, il faut le dire, assez aisé de caler un peu ce que tu as envie. Et c'est d'autant plus intéressant pour deux choses. La première, c'est l'idée des Bale Points, qui est enfin mise à contribution. En effet, les Bale Points, plus que de mesurer la force d'un blader, vont être un cap à atteindre pour participer aux Battle Bladers. Ainsi, on est sûr que les bladers sélectionnés seront vraiment les meilleurs des meilleurs. Et la seconde, c'est que le personnage de Yutendo aura permis de nous faire comprendre qu'il existe encore bon nombre de bladers potentiellement plus forts que notre groupe de héros, et qui peut lui donner du fil à retordre. Du coup, on pourrait se dire que l'anime va se contenter de nous balancer quelques petits épisodes standalone par-ci par-là, histoire de nous faire patienter avant le Battle Blader, le vrai truc. Sauf qu'on est dans MFB, on n'est pas dans n'importe quel autre animé de merde qui se serait contenté de faire juste ça. Avec autant de thématiques et de personnages dans un seul et même arc, on pourrait se demander comment donner de l'unité à tout ça, et comment raccrocher les wagons. Ici, MFB va être divisé en deux récits. Dans un premier temps, ce que je viens de citer, une sorte de road trip où on va suivre chacun de nos héros progresser, chacun de leur côté, et un arc narratif un peu particulier où on va suivre l'avancée de la Dark Nebula dans son plan, avec les personnages de Tsubasa et de Phoenix qui sont liés de deux façons différentes. Tsubasa parce qu'à la fin de l'arc, il se révèle être un agent secret de la WBA qui enquêtait sur les noirs desseins de l'organisation, et Phoenix, on verra après. Thématiquement, ici le but va être de confronter la volonté de chacun de nos héros à ceux des nouveaux personnages, et particulièrement celle de Jinga, afin de montrer si ces derniers sont dignes d'atteindre leurs objectifs. On verra également l'impact de certains personnages par rapport à d'autres, notamment celui de Jinga avec Teru et Sora, permettant de créer un univers plus crédible et solide, car montrant les différentes interactions de ce dernier. Bon, on a réussi à mettre de l'ordre dans tout ça, et je pense que le mieux c'est d'analyser les épisodes standalone, et puis après de se concentrer sur la véritable suite de l'intrigue. Pour les épisodes standalone, on a le 24, le 25, le 27, le 28 et le 34. Et encore le 34, ça se débat. Alors, j'ai volontairement omis les épisodes comme ceux de Sora ou encore ceux de l'arc de Soon Vegas City, parce qu'ils font partie justement d'arcs à part entière. Et autant pour l'un, ça aurait limite pu être un spin-off, donc on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo dédiée, et pour l'autre, il est clairement dans la mouvance de l'arc principal. Donc, l'épisode 24 introduit le personnage de Tsubasa, et globalement, tous les épisodes vont reprendre une structure relativement similaire. On voit un nouveau blader, on découvre sa spécialité, notre héros apprend à la battre, on se dit qu'on le reverra au Battle Blader, enfin. Ici, on nous présente le côté mystérieux de Tsubasa, ainsi que son rapport à la nature. Ce dernier connaît Jinga sur des points que Monsieur Tout-le-Monde n'est pas censé connaître. On se dit qu'il va forcément avoir une importance pour la suite, et bingo. Littéralement 2 épisodes après, on apprend qu'il intègre la Dark Nebula. L'épisode 25, on a le droit à Death Capri, un épisode que j'adore personnellement, avec son ambiance film western, sa vie fantôme, l'aura omniprésente de Death Capri et l'opposition entre le côté calculateur de Tobio et la sauvagerie de Kyoya. L'épisode 27, on nous propose deux intrigues en parallèle avec un match de qualification où Tsubasa va affronter Kenta et où Yu va affronter Yoma. Pas grand chose à dire sur cet épisode en vrai. L'épisode 28, c'est plus une gigavan qu'autre chose. Et l'épisode 34, on va nous présenter Teru, un ancien danseur ayant retrouvé l'envie de vivre grâce au Beyblade et à Jinga. C'est notamment grâce à lui que ce dernier concrétisera son coup spécial, celui du Stormbringer. Bon, petit mot sur les épisodes 29 et 37, respectivement ceux de Sora, comme j'ai dit, on y retrouvera une vidéo sur le sujet, mais globalement, tout le propos de cet arc est de tirer un parallèle avec le spectateur, probablement lui aussi fan de Jinga, et conclut sur le fait de vivre ses propres aventures et de réussir ses propres objectifs. Tout l'épisode avec Buzujima, il sera d'ailleurs là pour ça. Si vous avez bien suivi, il nous reste 9 épisodes pour conclure l'intrigue de cet arc, et cette dernière va avancer avec deux personnages qui auront pour point commun la Dark Nebula. Et c'est d'ailleurs ce qui va mener à les faire se rencontrer. Dans l'ensemble, outre le fait que Tsubasa rentre dans l'organisation de la Dark Nebula pour récolter des informations sur Eldrago, on n'en apprend pas plus que ça. Et c'est véritablement lors de l'introduction de Phoenix avec son potentiel lien avec le village de Koma où Eldrago était que le récit va avancer véritablement. Phoenix qui est introduit à la fin de l'arc Soon Vegas City. Alors cet arc est particulier, en effet il s'agit d'un tournoi ayant la spécificité d'avoir 10 000 points à la clé, soit un cinquième de l'objectif, ce qui est l'occasion pour tous les héros de se réunir et de faire le point.
Du coup, en tant que spectateur, on est impliqué dans la progression d'autant plus. Le tournoi fera revenir Dan et Reiki Sodo l'espace d'un combat dans un style très particulier avec deux bladers ayant une seule baie. Mais il introduira surtout Ryutaro Fukami, un blader voyant ayant la capacité de lire l'avenir. Et la thématique du destin introduite par ce personnage va prendre une proportion bien plus intéressante qu'il n'y paraît. En effet, parce qu'à la fin de son combat face à Jinga, ce dernier tient un discours du genre «Mon destin, c'est moi qui l'écris», typique des héros de shonen. Sauf qu'après ça, il va se passer plusieurs choses, et plusieurs choses que Jinga ne peut pas prévoir. Déjà l'avènement de son coup spécial qu'il ne maîtrise pas, grande première, et surtout l'intervention de Phoenix qui va remettre en question la volonté de Jinga, dans une scène culte que je suis obligé également de vous passer. Voilà où se trouve la faille dans ta volonté. Je refuse d'y croire. Accepte-le. Il est facile de dire qu'on utilise toute sa force, mais c'est une autre histoire quand il s'agit de faire. Et c'est ce qu'il te faut accomplir. Mais pourquoi es-tu si méchant? La défaite signifie perdre absolument tout. Ne l'oublie jamais, Jinga. Ta volonté est en train de s'affaiblir. Tu as compris? C'est vrai. Tu as entièrement raison. Ma volonté de blader était insuffisante. Oh, Jinga! Perdre contre toi et perdre tous mes points Beyblade, ça m'a permis d'en prendre conscience. Et pourtant, je ne peux pas laisser tomber maintenant. Je vais recommencer depuis le début. Oui, je vais recommencer à zéro. À partir de maintenant et jusqu'à ce que je remporte l'ultime bataille, je ne perdrai aucun combat. Le jour où je perdrai, ce sera le jour où j'abandonnerai le Beyblade. Et tu verras, ce n'est pas encore trop tard. Je donnerai tout ce que j'ai pour reprendre tout ce que j'ai perdu dans ma bataille contre toi. Tout cela va faire opérer une véritable remise en question de Jinga dans sa conception du destin qui sera l'objet de son match revanche face à Ryutaro. Mais je vais pas cramer ma cartouche tout de suite parce que c'est littéralement l'arc d'après. Ce serait con. Après tout ça, Ryuga se met enfin en route et commence à avoir une véritable influence sur les anciens persos qu'on a vus. Notamment en recrutant pas mal de monde, la conclusion sera son combat face à Tsubasa qui sera sauvé in extremis par Phoenix. Phoenix qui va justement défier Jinga dans un match retour d'anthologie. L'enjeu de ce dernier face-à-face, en plus de montrer l'image du fils surpassant le père, et oui, Phoenix, c'est le père de Jinga, désolé de vous avoir spoilé, symbole de la progression du héros dans un shonen, conclut tout ce qui nous avait été introduit dans cet arc. Représenté par le personnage de Tsubasa qui pose la question de l'utilité d'avoir des amis, des compagnons, dans un système compétitif au possible où il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Jinga répond à Tsubasa par des faits, et c'est là la véritable force du message de MFB. Plutôt que de présenter une condition magique qui aura raison du scénario, comme dans Katekyoshi Hitman Reborn, mais vas-y, on va rien dire, on présente des faits qui vont dans le sens de la philosophie de nos héros. Si Jinga gagne grâce au pouvoir de l'amitié, c'est factuellement grâce à ce que ces derniers lui ont apporté en termes d'entraînement, d'expérience, etc. Et en face de ça, Tsubasa ne peut que s'incliner. Et réussir à conclure cet arc avec ce discours tout en permettant à Jinga de prendre sa revanche sur Phoenix avec tout ce que cela implique, en réalité c'est galvanisant et hypant pour la suite. Surtout qu'on sait que la suite va littéralement être une opposition idéologique avec la Dark Nebula et les amis de Jinga. Alors, ça aura été plutôt compliqué de parler de cet arc en réalité, parce que vous l'aurez compris, on jongle sans cesse entre différentes structures narratives, différents thèmes, etc. J'espère avoir réussi à capter l'essence de cet arc et à vous en avoir sorti quelque chose d'intelligible et de pertinent. Et après tout ça, j'aimerais donner mon avis sur cet arc et à la controverse qui l'entoure. Beaucoup n'apprécient pas cet arc pour plusieurs raisons. Les persos introduits sont OSEF, c'est long et concrètement on aurait pu éclipser sans souci cette partie en embrayant directement sur le Battle Blader. Et bon sang qu'est-ce que je suis pas d'accord. Pour moi cet arc est de très loin le plus vraisemblant de MFB. On voyage aux côtés de nos héros et on vit véritablement cette aventure. On voit le progrès de chacun de façon linéaire, presque intime. Et une fois arrivé au bout du voyage, on est content de voir chacun mériter sa place pour le Battle Blader. Cet arc a une aura de Stardust Crusader avec son côté road movie mais aussi dans le délire de présenter un personnage avec sa spécificité, quasi une fois par épisode. Sauf que contrairement à Stardust Crusader, je trouve que cet arc nous habitue à être surpris. On a sans cesse des changements de rythme et des allers-retours entre les différentes intrigues, contrairement à Jojo où perso j'ai vraiment vu la fin tirer en longueur.
Bref, vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré cet arc qui a introduit à merveille le Battle Bader, qui va faire entrer MFB au Panthéon, lui donnant ses plus grandes lettres de noblesse. On se retrouve le mois prochain pour parler de tout ça, j'espère que vous serez au rendez-vous. Bye tout le monde.